Donc oui, bonsoir et bienvenue au centre de l'Université Columbia à Paris pour notre mois célébrant les femmes. Dans ce lieu qui a aussi une histoire intimement liée à l'histoire des femmes, dont je ne vous referai pas toute la généalogie ici, mais que vous pourrez retrouver dans les cartons d'invitation. Donc je suis ravie d'avoir en conversation avec nous ce soir Axelle Jahn-Nijike, autrice, essayiste, podcasteuse, oula, ça va plus, podcasteuse, engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Ses écrits explorent les questions de féminisme, de racialisation et d'intimité, mettant en lumière toutes les injonctions sociales et culturelles qui pèsent sur le corps des femmes noires. Ai-je bien dit ? Dans le texte que nous allons aborder ce soir, journal intime d'une féministe noire qu'Axelle aura peut-être la bonté de vous signer, dédicacer à la fin de l'événement, et vous en retrouverez des exemplaires dans le fond de la salle. Axelle livre un récit où elle mêle ses souvenirs à des réflexions et prises de position politiques. Je pense que ce qui peut nous toucher particulièrement dans vos écrits, Axelle, est l'intimité percutante avec laquelle vous proposez un féminisme ancré dans l'expérience vécue, affirmant ainsi la nécessité d'un regard intersectionnel sur les luttes féministes. Axelle, vous serez en conversation avec Christelle Tarot ce soir, qui est enseignante dans le programme de l'Université Columbia à Paris, est aussi chercheuse et autrice de nombreux ouvrages, dont 2 ouvrages collectifs particulièrement importants, que sont Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, qui examine la domination sexuelle et visuelle exercée dans les colonies et sa persistance contemporaine, et plus récemment aux éditions La Découverte, toujours, une grande fidélité aux éditions La Découverte, Féminicide, une histoire mondiale, un ouvrage collectif qui retrace la suprématie du masculin sur le féminin depuis le néolithique et sur 5 continents. Il s'agit sans doute d'une des plus vastes études sur les violences faites aux femmes. Axelle, Christelle, voilà, je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup Séverine pour cette introduction et évidemment je veux commencer en disant mon bonheur vraiment absolu de recevoir Axelle ce soir. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a été comme une sorte de coup de foudre, une sorte d'évidence, ça arrive, donc il faut le préciser. Et donc lorsqu'on s'est rencontrés, je t'avais dit que j'aimerais vraiment beaucoup que tu viennes donc parler prioritairement de ce livre, donc Journal intime d'une féministe noire, mais bien sûr on ne va pas s'arrêter seulement à cela, parce que lorsque j'ai lu ce livre, et je voudrais commencer là-dessus, parce qu'on commence par se dire c'est un petit livre. Parce qu'il est petit et on se dit ça va se lire vite et ça va être assez voilà. Et puis en fait on rentre à l'intérieur de, je dis ça parce que moi comme j'ai fait un truc de 1000 pages, évidemment avec 130 autrices et auteurs, alors évidemment tout me paraît petit à côté, hein, d'une certaine manière. Bon, bref, je ferme cette parenthèse et donc je me dis ça. Et en fait la première chose que je te l'ai dit vraiment très simplement, c'est que ce livre est ultra pensé et ultra écrit, et qu'en réalité, tout est vraiment extrêmement puissamment interconnecté. Mais on va avoir l'occasion, bien sûr, de discuter de cela précisément. Et pour tout vous dire, moi, je ne vais pas beaucoup parler, parce que je pense que c'est beaucoup plus important d'écouter Axelle, évidemment. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de le faire dédicacer si vous le souhaitez ensuite, puisque nous avons une librairie qui a fort aimablement accepté d'amener des livres pour cela. Donc on a discuté avec Axelle et on s'est entendu sur une sorte de plan. Et donc, pour commencer, l'une des choses qui m'a le plus frappée, peut-être à la lecture de ce livre, c'est la question de la mémoire ou de la non-mémoire des femmes, la question de la transmission ou de la non-transmission, mais aussi la question des héritages au sein de nos généalogies en même temps brisées et silenciées, individuellement et collectivement. Je trouve que c'est un thème extrêmement puissant de l'analyse, évidemment, de ton livre. Et je voulais peut-être qu'on commence par le plus dur pour aller
au fur et à mesure de notre conversation, peut-être vers le meilleur, en évoquant la question des legs ou du leg de violence, hein, qui se transmettent de génération en génération de femmes, parfois de manière évidente, parfois de manière moins évidente, et bien sûr qui structure en réalité ton récit de manière extrêmement polymorphe et diversifiée. Okay. Bonsoir, merci d'être si nombreux et si nombreuses ce soir. C'est toujours un exercice très très flippant en vrai, mais voilà, je suis tellement heureuse de le faire avec Christelle et qu'on puisse enfin le faire. Ce qui est merci pour ces mots à propos du petit livre. Il y a parfois beaucoup de mépris à propos des textes courts et c'est pourtant, moi, il me semble, ce qu'il y a de plus difficile à écrire parce qu'en fait, chaque mot doit être calibré et il y a une musique qui doit être tenue du début à la fin et c'est, croyez-moi, c'est périlleux parfois et du coup... moi, mon vœu avec cet ouvrage-là, c'était qu'il y ait aussi de la place pour la lectrice ou le lecteur et que ce que moi je posais l'amène dans une réflexion qui lui était propre et qui était propre à son histoire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est aussi dépouillé que ça. Je voulais absolument qu'il y ait de la place pour le lectorat. Pour ce qui est d'avoir conscience du poids de la lignée. J'ai pas tant de mérite que ça. Je suis africaine. J'ai un peu envie de te dire que sur cet aspect-là, on sait qu'on vient de quelque part. C'est vraiment ancré dans nos cultures. Moi, on me l'a inculqué quand j'étais petite. L'histoire avait commencé avant moi, elle se poursuivait avec moi et elle allait continuer après moi avec d'autres descendants. Donc cet aspect-là, c'est extrêmement important de savoir d'où vous partez pour comprendre où vous êtes et pourquoi vous faites les choix que vous faites. C'est culturel en fait. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas traduit dans beaucoup de contenu féministe et je m'en étonnais. J'avais toujours l'impression que tout le monde arrivait en ayant l'impression d'avoir inventé la poudre et je disais genre mais c'est pas possible, enfin comment vous pouvez ne pas savoir ce qui vous a précédé? Et en fait en grattant un peu, tu te rendais compte que ça partait déjà des histoires familiales et des histoires propres à chacune où en fait on sait très peu de choses de l'histoire de nos mères, de nos tantes. Et tout a été fait, en tout cas le patriarcat a très très bien fait le job là-dessus. Et on a le sentiment qu'elles n'ont jamais été les filles que nous devenons un jour, elles n'ont jamais été des adolescentes, elles n'ont jamais été des jeunes femmes, et qu'elles n'ont été, leur histoire commencerait avec nous et dans leur rôle de mère. Je savais que c'était pas le cas en fait. Mon histoire a fait voler en éclats cette façon de penser. Parce que je ne sais pas comment on va le dérouler, mais en gros, moi j'ai découvert à 27 ans, 25 ans, que l'histoire familiale le récit familial qu'on m'avait livré était faux. Et qu'il comportait des omissions capitales, et notamment l'une d'entre elles concernait la trajectoire de vie de ma mère. Et cette trajectoire de vie, c'est l'homme avec qui elle choisit de faire un enfant. Et c'est important, ces termes sont très très importants, parce qu'on parle d'une femme qui a été mariée contre son gré quand elle avait 12 ans, qui s'est retrouvée trahie par son propre père qui lui avait promis pourtant qu'elle irait à l'école et qu'elle ne serait mariée qu'après. Et du jour au lendemain, en fait, on l'a mis devant le fait accompli et la noce devait avoir lieu. Donc elle s'est retrouvée dans cette position-là. La trahison faite par son père
altéré beaucoup de choses chez elle. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu à la fin de sa vie, parce que c'est revenu très fort. Et c'est revenu très fort, et ça s'est traduit par un propos sur les hommes qui était très violent. Mais voilà, c'était ce passé-là qui remontait. Et en fait, donc, elle s'est retrouvée mariée à 12, elle est devenue mère à 13, et elle a eu un second fils à 16 ans, donc elle a eu 2 premiers fils, et moi je suis la fille qu'elle a un peu avant la trentaine, avec un homme qu'elle choisit, dont elle tombe amoureuse, et qui lui demande de faire un enfant ensemble, ce qu'elle finit par accepter, parce que lorsque cette histoire survient, et lorsqu'il souhaite qu'ils fassent une famille ensemble, elle, ça fait, elle veut plus d'enfant en fait. Et c'est juste l'idée que cet enfant puisse être une fille qui va remporter la proposition. Et il s'avère que je suis bien une fille, je suis bien arrivée, qu'ils l'avaient souhaité tous les deux. Et c'est important ce facteur-là parce que ça fait de moi un enfant de l'amour et pas de la biologie, un enfant du choix et pas un enfant de la contrainte. Et je pense qu'au niveau cellulaire, ça change pas mal de choses. Et dans la manière aussi de se placer dans le monde, ça fait aussi de moi une bâtarde. Hein. Mais bon, voilà, ça, les gens qui vous disent ça parle plus de ces gens que de ce que je suis moi. Moi, je sais exactement de quel endroit je viens. Et c'était. Mais tu n'as pas expliqué pourquoi est-ce que ça fait de toi une bâtarde. Ça fait de moi une enfant de l'amour, tu veux dire? Oui, non, c'est pas ça. Mais je veux dire qu'il faut que tu expliques qu'évidemment, ils sont pas mariés. Parce qu'ils pourraient s'être non, rencontrés, ils sont pas mariés. Non, Donc, puisque le premier époux, elle ne le choisit pas, qu'il est grandement plus âgé qu'elle, et que celui-ci est quelqu'un qu'elle rencontre à 25 ans quand elle quitte le cadre de vie de cette première vie. Et effectivement, ils tombent très amoureux l'un de l'autre. Ils partent pour faire une vie ensemble. Et puis, tadala, on croirait une telenovela, mais c'est vrai. Ils découvrent en fait qu'ils sont cousins germains et que la tradition interdit le mariage dans leur cas. Et elle interdit d'autant plus qu'ils descendent d'une famille royale. Voilà, et c'est juste hors de question. Et ils ont un réflexe, tous les deux. C'est qu'ils quittent l'entrevue donc, avec le chef Baganté et ils gardent pour eux l'info selon laquelle ma mère est enceinte depuis 4 mois déjà. Voilà. Donc, lorsque je suis venue au monde, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites de la part de ce cercle familial. Je n'aurais pas dû être en mesure d'avoir toutes mes capacités mentales, paraît-il, puisque cousin germain. Et quand je dis cousin germain, ce sont des cousins germains, mais à la genre 3e génération, quoi. C'est pas genre là, quoi. Mais même là, c'est pas possible. Et du coup, eux choisissent délibérément, en fait, de poursuivre cette grossesse parce que cette histoire, c'est la leur. Et ma mère va pas être en mesure d'être avec moi petite. Et c'est vers l'âge de 6 ans, elle prend la décision de m'envoyer en Europe rejoindre ses 2 fils aînés, les 2 premiers qui sont nés donc de la première nuit et 3 ans plus tard. Parce que sur place, moi, je fais l'objet de pas mal de brutalité. Et enfin, il y a des gens qui s'en prennent à moi puisque je suis l'enfant de cette histoire-là. Et elle veut me protéger, en fait, elle veut me mettre... à chaque fois que j'en parle, il y a un truc qui se met dans les... Putain, c'est ouf, quoi. Elle veut me protéger, ça, c'est des choses que je vais comprendre beaucoup plus tard. Sur le coup, moi, tout ce que je vais retenir, c'est que... Elle n'a pas voulu de moi et elle m'a envoyée avec mes frères. Voilà. Donc, j'étais pas assez intéressante pour elle. On se protège comme on peut quand on est enfant. Mais je construis du coup tout un récit assez faux sur son parcours de vie et sur la femme et la jeune femme qu'elle a pu être et surtout la petite fille, en fait.
Et c'est pour ça que lorsque c'est mon père qui me redonne toutes les informations, parce qu'il déplore. Je suis très dure à propos de ma mère quand on en parle ensemble, et il le note. Et plutôt que de me dire t'es injuste, il choisit de me raconter l'histoire en me disant écoute, voici ce qui s'est passé, tu as les infos, maintenant tu en fais ce que tu veux. Et c'est le truc le plus intelligent qu'il ait fait, quoi. Mais l'histoire c'est pas pour autant que ça se termine en happy end, parce que j'ai 27 ans. Quand je retourne au Cameroun pour la première fois, je suis partie, j'avais 6 ans, et c'est la première fois que je reviens. J'ai 27 ans. Dans mes bras, il y a ma fille, qui a 6 ans, qui a l'âge que j'avais quand je suis partie. Et il y a des choses que vous ne rattrapez pas. Je pense que c'est dur pour elle, c'est dur pour moi, c'est dur pour nous. Mais on n'a pas... À ce moment-là, au moment où ça se produit, on n'a pas de part et d'autre les mots pour aborder cette question-là. Donc on a fait comme on a pu. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi, que je n'ai pas été en mesure de lui dire. Et je pense qu'il y a des choses aussi qu'elle ne pouvait pas me raconter ou qu'elle estimait peut-être pas important de me raconter. Mais au moins on s'est revus. On s'est revus parce qu'elle est décédée juste quelques années après ce moment-là. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi liés, aussi proches. Elle veille sur moi et je sais qu'elle est là tout le temps. Et je sais qu'elle sait maintenant que je sais tout l'amour qu'elle a eu pour moi et ce que voulait dire le geste qu'elle a eu. Et voilà, j'ai été injuste, mais les enfants sont injustes, les filles sont parfois injustes. Mais elles le sont aussi parce qu'elles ignorent beaucoup de choses du récit de vie de leur mère. Donc voilà, moi j'échappe pas à la règle, mais aller à cet endroit-là m'a permis de prendre conscience que peut-être que cette histoire qui était juste la mienne, qui commençait à cet endroit-là, était peut-être aussi l'histoire d'un certain nombre d'autres femmes, et de manière plus collective, peut-être que le patriarcat avait intérêt à ce que les filles ne sachent pas tant de choses à propos de leur mère et ne les perçoivent pas comme des femmes et des filles. Et c'est à partir de cet endroit-là, en fait, que j'ai déroulé le propos politique sur ce sujet, mais ça part de l'histoire de Madeleine, en fait. Voilà Madeleine. Donc je suis le portrait de mon père, c'est-à-dire que a priori il semblerait qu'il y ait un des deux qui était plus présent au moment de la conception. Mais par contre ma fille ressemble à sa grand-mère, ce qui est toujours fascinant, parce que tu comprends pas comment est-ce que ça saute les générations. Comment ça saute les générations. Elle ressemble à la fois à son père et à sa grand-mère. Elle a le teint de sa grand-mère. Et voilà, et Madeleine, je ne sais même pas quel âge elle a sur cette photo. Et c'est la seule photo que j'ai d'elle. C'est-à-dire elle m'est infiniment précieuse. Et c'est fou. Tu vois, c'est un privilège aussi parfois de voir des gens qui parlent de leurs albums de famille. En fait, moi, j'en ai pas. C'est la seule photo que j'ai. Voilà. Et ça devait être initialement la photo du livre. Ouais, la photo du livre. Et l'éditrice a pensé que ça sèmerait la confusion dans l'esprit des gens. Voilà, c'est un regret que j'ai de ne pas m'être battue plus que ça pour que ce soit plutôt celle. Elle est très bien, la couverture aussi, fait par mon amie Noëlla Boavant. Mais je trouve que ça disait autre chose. Et une fois qu'on avait lu le livre, je crois qu'on comprenait aussi cette histoire de transmission et l'importance que ça revêt pour moi, en fait. Et peut-être qu'en poche, peut-être que dans l'édition poche, on arrivera à le caler. Absolument. Ceci dit, ça a un impact très important sur ta vie, cette décision de te faire venir ici en France. Ça permet aussi d'aborder un autre aspect du rapport à la violence. Absolument. Parce que la silenciation est une violence, bien évidemment, mais il y a aussi une violence plus immédiate.
évidemment, autour de cette présence, donc, avec ceux qui vont devenir tes tuteurs dans cette nouvelle vie qui est celle de ta vie ici en France. Et bien sûr, un événement tout à fait majeur de cela qui est relaté d'une manière extrêmement belle. C'est un événement tout à fait dramatique. Tu vas en parler, bien sûr, comme tu le souhaites, mais extrêmement belle dans un chapitre qui s'appelle « La fille sur le canapé ». Mais on comprend qu'il s'agit là encore d'une violence polymorphe qui est intrafamiliale, mais pas seulement, qui est aussi dans le cercle de sociabilité et qui se manifeste de multiples manières et ça va être quand même une expérience fondatrice en réalité parce que malheureusement ou heureusement, ça permet aussi ensuite un parcours d'émancipation dont on pourra éventuellement discuter plus tard. C'est exactement ça. En fait, donc j'arrive ici, confiée à la garde de mes 2 frères aînés, enfin les 2 fils aînés de ma mère, qui deviennent mes tuteurs légaux. Et ce sont eux qui ont en charge mon éducation et mon bien-être. Et les choses se passent à peu près bien jusqu'à ce qu'il y ait un conflit entre les 2. Donc il y a un frère aîné, il y a un frère cadet, et à un moment donné, ça part en sucette. Et en fait, on me laisse comme un paquet. En fait, je suis confiée à l'aîné. C'est lui qui est supposé s'occuper de moi. Et à un moment donné, il faillit à ses obligations et il me laisse juste comme il me laisse, au bon soin du cadet, qui lui n'a jamais signé pour ça. Voilà. C'était pas du tout le deal. Et je pense qu'il y a beaucoup de ressentiment de sa part à ce moment-là, quand ça se produit. Et dans le cadre de ma vie, de mon existence avec lui, à un moment donné, arrive dans notre maison un jeune homme, qui est le frère de sa petite amie à lui, en fait. Et ce jeune homme flaire très bien que je me sens mal dans ma peau dans ce cadre-là, que les relations sont un peu tendues avec celui qui est devenu mon tuteur, que j'appelle plus trop mon frère, parce que les relations sont compliquées déjà à ce moment-là, et il voit la faille, en fait. Il voit que j'ai besoin d'attention, que j'ai besoin d'être câlinée, enfin d'être appréciée, qu'on note mon existence, et il s'y prend très bien, donc il gagne ma confiance, et puis il la gagne tellement que ça arrange mon tuteur et sa meuf de se dire que je m'entends super bien avec lui, et qu'ils peuvent me laisser un soir où ils sortent seul avec lui à la maison, et il fait office de babysitter. Au moment où ça survient, ça fait déjà quelques semaines qu'il tourne dans la maison, mais en fait, on ne s'est jamais retrouvés seuls. Et en fait, c'est un prédateur. J'ai toujours la conviction aujourd'hui que je ne suis pas la première à qui il ait fait ça et que c'était un mode opératoire. Et il va me violer, en fait, lors de cette soirée. Et ce qui est compliqué, et ce que je dis dans le livre, c'est que moi, j'ai aucune conscience du sexe ou de mon sexe. Enfin, je connais rien à ces questions-là quand ça se produit. Donc, je comprends même pas ce qui se passe. Je cristallise à ce moment-là quelque chose de très... pourtant, alors que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui a l'air de venir de très loin, qui me saisit et qui me... Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà connu ça. Enfin, c'est très difficile à expliquer, c'est très bizarre, mais je vais comprendre après. Et mon tuteur et sa meuf rentrent de leur soirée, ils nous trouvent
sur le canapé, moi à un bout du canapé, lui à l'autre. Moi, je m'accroche aux accoudoirs, je suis blême, et en fait, au lieu de demander s'il y a eu quelque chose, et vous savez qu'il y a eu quelque chose, je suis désolée, c'est impossible de pas... En fait, on m'envoie dans ma chambre, parce que visiblement, c'est moi le problème. La seule chose que je sais de ce qui s'est passé après, c'est que cet homme-là n'a plus jamais mis les pieds chez nous. Donc je sais qu'ils savent qu'il y a eu quelque chose, mais jamais personne n'est venu me demander ce qui s'était passé. Le verbaliser en fait. Et l'une des incidences de ce moment-là, c'est que là où mon tuteur était juste brusque avec moi jusque-là, bah, ça va se matérialiser avec des coups à partir de ce moment-là. Je vais être battue en fait pour tout et n'importe quoi. Et j'ai toujours pensé que c'était de sa part à lui la frustration de peut-être ne pas avoir rempli son rôle de protecteur, et de manière très très bizarre, bah, c'était moi qui étais fautive en fait. Alors que moi en fait, j'étais une gamine de 11 ans et j'avais juste besoin que les gens fassent leur taf, quoi. Quand les adultes autour soient à la hauteur de leur... responsabilité. C'est ça. Je dois dire que, évidemment, l'histoire est évidemment terrible, mais il y a la transcription littéraire, en fait, que tu en fais, qui est absolument magnifique. Et au début de ce chapitre, tu dis quelque chose qui parle à beaucoup de gens qui travaillent sur les violences faites aux femmes. Tu dis cette chose magnifique: enfant, je redoutais le son de l'ascenseur. Et en fait, en disant cela, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que tu as l'oreille surdéveloppée parce que tu sais que lorsque l'ascenseur va bouger, il y a de fortes chances qu'il arrive. Ah, mais c'était pire que et ça. Que les coups pleuvent. Non, c'était pire que ça. C'est que je savais, rien qu'au son de l'ascenseur, que c'était lui. C'était pire que ça. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, mais je savais quand c'était lui qui rentrait. Et la manière dont tu le traduis est très forte. Il fallait trouver la phrase pour le dire. Et il y avait un morceau pour moi qui vraiment, alors pour le coup, symbolise ça. C'est un morceau de Suzanne Vega, d'une chanteuse des années 80 qui s'appelle Suzanne Vega et qui s'appelle Luca. Et Luca, moi, la première fois que je l'ai entendue, j'ai pleuré non-stop, quoi, parce qu'elle avait tout mis dedans. Et j'ai pensé à ça, en fait, quand je l'écris. Je me dis, mais c'est ce morceau-là, c'est ça, c'est ce moment que peuvent reconnaître les enfants maltraités. Parce que c'est un signal. On devient hyper vigilant. Et je suis toujours, à ce jour, hyper vigilante. Le bruit, c'est un truc... C'est resté, c'est un vrai stigmate de cette époque-là. Et c'est, voilà, ça étonne, ça peut étonner parfois mon entourage, et ça me vaut quelques moqueries, qui me font rire, moi, la première, mais je suis toujours à l'affût, en fait. Je suis restée à l'affût. Je n'ai pas réussi à déprogrammer ce truc-là. Ça, je n'y arrive pas. On fait comme on peut, hein. Franchement, c'est parfois compliqué de vivre avec tout cela. Alors, on parlait des généalogies en introduction, ce dont on hérite d'abord, mais aussi ce qu'on lègue. Et il y a toute une partie assez jolie dans ce livre où tu affirmes à plusieurs moments le fait que... finalement, cette superposition, cette accumulation des violences faites aux femmes dans une sorte de continuum dont on pourrait chercher la trace très loin, en fait, dans le passé, on peut aussi, à un moment, prendre la décision que ça s'arrête et qu'on ne lèguera pas cela à la génération suivante. Et ça, c'est un moment très fort. Je pense que c'est une prise de conscience politique extrêmement importante. Et à plusieurs moments, tu dis
ma fille ne vivra pas cela, ma fille ne vivra pas cela. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu ne penses pas du tout que tu vas avoir un garçon. Tu penses que tu vas avoir une fille, donc il faut que la fille arrive. Un peu comme mes parents, en fait. Mon père, il veut une fille depuis qu'il est au collège, parce que dans l'école, dans le livre d'anglais qu'il a à disposition, il y a l'histoire d'une dame Lily, qui est très chic et que tous ses voisins adorent et ils se mettent à leur fenêtre quand elle passe tellement elle illumine leur vie, etc. Et mon père décide, en lisant cette histoire, qu'un jour il aura une fille et qu'il l'appellera Lily. Et c'est mon nom de baptême, en fait, c'est mon prénom de baptême. Axel, et mon pseudo, c'est le patronyme que je me suis choisi quand je suis partie de la maison à 17 ans. Je me suis renommée, en fait. Et c'est exactement ce que fait mon père. Donc il y a un espèce de truc comme ça familial, où moi, c'est à l'âge de 10-11 ans, où mes copines de primaire te diraient que je leur disais déjà que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille, elle s'appellera Margot, quoi. Et j'ai eu une fille, elle s'est appelée Margot, et j'avais 20 ans, quoi. Et j'ai toujours su. Il n'y avait aucune chance que ce soit un garçon. Mais de toute façon, après, je pense que voilà, il y a un peu de la pensée magique qui fait que voilà, c'est comme ça, ou alors c'est écrit comme ça aussi. Et c'est important, cette histoire de ce qu'on fait aussi, de ce qui nous est arrivé. Moi, quand le viol survient, c'est avec le récit que va me faire mon père sur l'histoire de ma mère que je vais réaliser l'ampleur, en fait, aussi dans une lignée, dans le récit familial de ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'elle m'a mis à l'abri, elle m'a envoyée en France en pensant qu'elle me mettrait à l'abri, que je ne serais pas confrontée à ce qu'elle avait eu à traverser. Et malgré ces précautions, j'ai fait mon entrée dans la vie sexuelle, même si je considère que le viol, ce n'est pas du sexe, c'est de la domination, mais c'est le mot qu'on a pour qualifier cet acte-là. J'ai fait, moi aussi, mon entrée de manière contrainte là-dedans, comme ça avait été son cas à elle, comme ça avait été le cas de sa mère avant elle et de son arrière-grand-mère. Et c'est quand même fou de te dire, en dépit de la précaution qu'elle a cru prendre, en fait, ça m'a retrouvée là. Et quand mon père me livre son histoire, en fait, je peux démonter ce... Et en fait, il me délivre en me le disant, où je me dis, mais en fait, ok, maintenant que je connais cette histoire, je souhaite pour mon enfant qu'elle fasse son entrée d'une manière autre dans son intimité. Et pour y veiller, je vais m'assurer que la parole à propos de l'intime entre elle et moi sera toujours à l'ordre du jour, parce que c'est une manière de démanteler, en tout cas de désamorcer le risque que ça puisse survenir pour elle. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis en mesure de lui permettre d'écrire, elle, un autre chapitre qui est très différent du mien. Et le mien est tellement différent de celui de ma mère. Enfin, je le dis à un moment donné dans le livre, si elle avait eu accès à l'instruction, croyez-moi, l'autrice, celle qui serait devant vous aujourd'hui, ce serait elle. Parce que, certes, elle était illettrée, ça veut dire juste qu'elle ne savait pas ni lire ni écrire, mais c'est une des femmes les plus passionnantes, elle a une des vies les plus ouf que vous pouvez imaginer. Et elle aurait été bigger than life, je pense. Et je suis dans les pas de cette femme-là. Et elle est... elle me précède, quoi. Elle me précède et c'est pas tout à fait un hasard que j'ai finalement choisi d'utiliser les mots pour raconter toute cette histoire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le nom de la fille permet de repenser la mère. Repenser la mère, c'est la retrouver. C'est ce que tu dis. Hein. Avoir une autre image de ta maman, c'est la retrouver dans
dans tout ce qu'elle a été ou pas été en réalité. Et puis retrouver le père, c'est se recomposer et être une à nouveau, d'une certaine manière. Le truc qui est important avec eux deux, c'est que ils se sont choisis, ils se sont aimés. Enfin, il y a moyen aussi qu'il y ait un féminin solaire et un masculin solaire qui se réunissent. Et je suis l'incarnation de ça. Je suis leur enfant. Et mon histoire, elle commence avant le canapé. Et c'est pour ça aussi que la construction du livre, qui est très particulière, où on part du décompte des amants et des partenaires. Par le décompte des amants. On part par le décompte des partenaires affectifs et sexuels qui ont pu traverser ma vie. Et on va finir sur la première nuit, et ce que j'ai ressenti ici quand je suis arrivée la première nuit, après l'avoir quitté. Et c'était délibéré de ma part de faire une chronologie de cet ordre-là, parce que je savais qu'il y avait de fortes chances qu'en lisant le premier chapitre, les gens se fassent une idée, une certaine idée. Et étant une femme et énumérant le nombre de mes amants, je vous laisse imaginer quel genre d'idées les gens se faisaient. Et quand ils arrivaient à la fin, il était possible qu'ils me regardent autrement et qu'ils se disent peut-être qu'il faut être prudent sur ce qu'on croit percevoir des gens et que les choses sont peut-être bien plus complexes qu'on le croit. Donc je l'avais vraiment construit comme ça parce que c'était vraiment un message de ma part, et en plus en étant une personne noire, je savais pertinemment qu'il y avait des gens qui allaient être très occupés d'abord de ma noirité et pas forcément voir l'individu et la personne que j'étais derrière. Et c'était aussi un souhait de ma part d'aborder ces questions-là, d'aborder cette histoire familiale notamment, pour rappeler qu'en fait, à la fin de la journée, on est tous les enfants de quelqu'un et on part tous d'un récit familial. Et ce récit-là, il est colossal dans l'individu qu'on peut avoir la possibilité de devenir derrière. En tout cas, ça l'a été dans mon cas. Oui, et d'ailleurs, tout le passage autour de Lady Lily et son père est assez émouvant. Je pense que ça serait intéressant aussi que tu parles un peu de cela, parce que il y a un long chemin, en fait, qui conduit à ton père. Et ce long chemin qui conduit à ton père, en fait, il te conduit à toi-même. Et ça permet aussi d'aboutir à une identité choisie, qui ramène aussi au nom. Et peut-être ce serait intéressant que tu expliques, si tu le souhaites, pourquoi est-ce que tu choisis ce nom-là. Lady Lily, c'est comme ça que mon père m'appelait. Et dans son esprit, c'était donc la fameuse Lady Lily de son livre d'anglais quand il était jeune homme. Et c'était aussi Lady, un titre de Fela, du chanteur nigérian Fela, qui est un titre sur l'émancipation féminine, où tu sais pas très bien s'il est en faveur du truc ou si il est en train de se foutre de ta gueule. Donc mon père avait choisi d'entendre qu'il était en faveur du truc, et en ça il était on parle d'un homme qui est né dans les années 30 et qui était un homme africain dans une tradition où voilà, les choses étaient très ancrées, et qui, lui, rêvait d'avoir une fille. Lui, il ne voulait pas de garçon. Il ne voulait que des filles, et il n'a eu que des filles. Il a eu 3 filles, pour le coup. Et c'est le fait qu'il existait, le fait que je l'ai rencontré. Donc, en fait, moi, je découvre la vérité sur mes origines, j'ai 25 ans. Avant ça, donc j'ai eu droit à un autre récit familial. Je pense être la fille des fils de ma mère. Enfin, je pense avoir le même père qu'eux. Et quand on me révèle l'histoire, quand on me révèle l'existence de François, en fait, moi, j'ai un très grand mouvement de colère. Mais vraiment, genre,
je l'ai toujours su, en fait. J'ai toujours pressenti qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, que je ne pouvais pas appartenir à cette famille. Enfin, je savais qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond, que je n'étais pas comme eux. Et en fait, quand on me dit la vérité, je m'énerve beaucoup. Et je m'énerve tellement que je refuse en fait de lire la lettre qui m'est remise par donc l'aîné des fils de ma mère ce jour-là. Et cette lettre est écrite par mon père. Il a fait de lui son émissaire en lui disant, tu lui remettras, une fois que tu lui auras dit la vérité, tu lui remettras cette lettre de ma part. Et donc je pars de cet entretien, de ce déjeuner avec cette lettre. Et en fait, je vais mettre 1 an à la lire, tellement je suis vénère, tellement je veux pas. Tellement je leur en veux à tous de m'avoir menti comme ça. Et heureusement que je l'ai lu. Putain. Parce que moi, mon histoire d'amour commence avec lui à ce moment-là. Et cette lettre, il est extraordinaire parce qu'en fait, d'emblée, il choisit de s'adresser à moi comme un sujet, comme une adulte. Il dit d'emblée, je ne peux pas m'adresser à toi comme une enfant parce que je n'ai pas le droit de te considérer comme tel. Il faut que toi, aujourd'hui, tu veuilles bien me choisir et bien accepter que je rentre dans ta vie et je vais rentrer dans la vie de la femme que tu es et j'espère que tu me feras une place. Qui dit ça? Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a un lien dingue s'instaure entre nous et lui va me permettre de réparer en fait le masculin toxique que j'ai côtoyé dans cet environnement-là jusque-là. Il va incarner une autre manière d'être un homme noir à mes yeux. Et jusqu'à ce moment-là, moi, j'ai pas de relation intime avec des hommes noirs. C'est totalement exclu. Compte tenu de ce qui s'est passé dans la maison quand j'étais petite et puis compte tenu du viol, je refuse. En fait, c'est juste pas imaginable. Et mon père va restaurer tout ça, va me permettre de prendre conscience que, en fait, ils ne sont pas tous néfastes et qu'il y en a beaucoup à son image aussi. Et heureusement que je le fais parce qu'il va mourir 2 ans après tout ça, dans un accident de voiture. Voilà. Donc, si vous pouvez ne pas remettre à plus tard des choses, j'aurais peut-être gagné 1 année de plus en sa compagnie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est un truc qui me hantera longtemps. Alors, prenons un sujet plus gai, entre guillemets, la liberté sexuelle et amoureuse. Alors là, on saute du coq à l'âne, même si... Alors ça commence par une introduction tonitruante qui s'intitule 69. Je le prends assez bien parce que moi je suis née en 1969. Donc je me dis, il y a comme une sorte de convergence des luttes entre nous. Et par ailleurs, je signale que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère adorée, qui a élevé ma mère, s'appelle Madeleine. Alors ça fait quand même pas mal de points communs malgré tout. Et alors je lis ce chapitre, franchement, donc c'est le premier qu'on lit, évidemment, parce que c'est le début du livre. Et alors je lis ce chapitre et je l'ai noté vraiment première partie jouissive dans tous les sens du terme. Parce que justement c'est une entrée en matière absolument tonitruante, c'est ultra bien écrit, c'est des tout petits portraits, donc de partenaires globalement hommes mais pas seulement. Et donc on entre d'une manière extrêmement intéressante dans toutes sortes de questions, le multipartenariat, la bisexualité, le choix total du ou de la partenaire, malgré l'assignation constante, évidemment en particulier avec la double peine d'être une femme et une femme noire, et avec évidemment tous les stéréotypes qui sont associés à l'idée d'une sexualité libre, épanouie et solaire dans une société telle que la nôtre, qui est une société globalement, disons-le franchement, patriarcale et raciste. Hein, donc on entre là-dedans comme cela, et je dois dire que c'est extrêmement réjouissant. Donc cette énumération, alors on pourrait lire évidemment des extraits, mais je ne veux pas déflorer la lecture pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu cela.
on ne sait jamais. Et puis, par les temps qui courent, ce serait dommage que cette vidéo soit pas accessible parce qu'on aurait considéré comme pornographique ce qui serait dit dedans. On va rester prudent. Donc la liberté sexuelle, c'est quand même, et amoureuse, évidemment, ça, c'est quelque chose qui irrigue de manière très puissante aussi parce que le livre. Enfin, moi, je choisis pas mes termes, en fait, pour faire mon entrée dans la sexualité. Et je vais pouvoir me réapproprier cette sexualité parce que je suis un petit rat de bibliothèque, je lis beaucoup depuis que je suis arrivée en France. Et quand l'agression va survenir, comme à la maison personne ne dit rien et personne ne porte ses couilles, pardon. Voilà, ça c'est fait, vous pouvez le couper. Comme personne ne prend ses responsabilités, en fait, j'ai le réflexe d'aller chercher dans les livres. Je suis sûre que je vais trouver dans les livres, puisque j'ai toujours trouvé plein de choses dans les livres. Et effectivement, je vais avoir la chance d'avoir entre les mains des ouvrages qui qualifient ce que j'ai traversé, notamment l'un d'entre eux qui est capital. Qui est Je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, qui est le premier ouvrage que je vais lire où il est question du viol d'une petite fille noire. Et ça paraît très con, mais pour le coup, ce jour-là, je me dis ça arrive aussi aux petites filles noires. En fait, c'est pour de vrai. Ça m'est vraiment arrivé. Et cette entrée en littérature va se poursuivre. De manière totalement inattendue, c'est qu'en fait, dans les rayons de la bibliothèque, où je passe vraiment ma vie, et comme je suis plus grande que mon âge, en fait, donc les gens de la bibliothèque pensent que je suis plus âgée que j'en ai l'air, et donc j'ai le droit d'aller dans le rayon des adultes. Mais c'est comme ça. Et donc, dans ce rayon des adultes, ma main va tomber un jour sur Sexus d'Henry Miller, que je vais lire en pas tout capté, mais il se passe un truc. Et c'est qui ce monsieur? Et à l'époque, donc, on n'a pas Internet, on n'a pas les réseaux, on n'a pas Google. Il faut aller à la bibliothèque, il faut ouvrir un dictionnaire et il faut chercher la bio du mec. Et dans la bio du mec est mentionnée sa relation avec Anaïs Nin et June, qui est sa compagne. Et je vais regarder... Non, je vais regarder qui est Anaïs Nin. Parce que je suis curieuse. C'est un peu normal que tu saches pas qui est Anaïs Nin. Voilà. Et en fait, je fais la découverte d'Anaïs Nin. Et une des premières choses qui est mentionnée, c'est Vénus Erotica, en fait. Et je me retrouve avec Vénus Erotica entre les mains. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va nettement mieux. Je l'adore. Je m'aperçois que ce que je ressens là, ça appartient qu'à moi. C'est à moi. Et c'est une délivrance. Et en fait, d'Anaïs, je vais aller chercher d'autres textes comme ça. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Il y avait beaucoup d'autrices qui mêlaient fiction et érotisme, dont Régine Deforge, avec La bicyclette bleue, quand même, qui est un moment... voilà. Un moment commun à beaucoup de femmes. À beaucoup de femmes de cette génération, je pense. Et en fait, je vais broder comme ça, petit à petit, mon imaginaire érotique. Et c'est d'abord par l'imaginaire que je vais passer pour me délivrer de cette agression. Mais des injonctions aussi. Et parce des que injonctions, parce que il y a des injonctions à l'intérieur de la communauté, il y a des injonctions à l'extérieur de la communauté. Oui, mais moi, je suis une lectrice vorace. Et pour moi, je suis d'abord un être qui lit, en fait. Tout le reste, là, vient se greffer là-dessus. Ma vraie personnalité
c'est d'abord cette meuf qui lit sans arrêt et qui vit toutes ces vies incroyables dans tous ses bouquins et qui lui donne une idée de ce qu'elle a envie de faire quand elle sera grande et de comment elle veut être, en fait. Donc quand j'arrive à 17 ans, à maturation de tout ça, là, ça a bien fonctionné. Je suis en mesure de dire merde à mon tuteur, de prendre mes affaires et de me casser, en fait. Et je me casse du jour au lendemain, on ne se reverra pas. Et à ce jour, on ne s'est pas revus. Mais je suis libre. Je suis libre et je suis dotée d'un imaginaire érotique de ouf. Voilà. Donc un cocktail explosif, on est donc, d'accord. à partir de là, tu vois, c'est genre, la route est ouverte et c'est... et en plus, c'est drôle parce que je crois que tout le monde a lu ce que j'ai lu. Tellement t'es dans ton monde, en fait. Moi, je suis convaincue que toutes les nanas connaissent tous les textes que j'ai lus, quoi. Eh ben non, pas tout à fait. Et du coup, je passe un peu pour la meuf délurée pendant longtemps, parce que je parle de ça, mais Délurée comme... ou expérimentée, attends. Ça dépend de l'interlocutrice en place ou de l'interlocuteur, mais du coup, j'ai une appétence pour ça qui est pas toujours très bien perçue, et d'où la raison de l'existence de ce chapitre, parce que effectivement, moi, j'ai eu droit au double standard du ouais, mais tu sais qu'une fille bien n'a pas autant d'aventures. Enfin, si tu veux être une fille bien, si tu veux être une mère. Ah putain, une mère. Comment c'était quoi ? Honnête. Ouais, honnête. Non, il y a un autre mot. Pas vénérable, mais. Convenable. Ouais, convenable. Putain. Convenable. Tu ne peux pas avoir tous ces ouvrages dans ta maison, parce qu'à la maison, en fait, il y a une bibliothèque et j'ai toute une collection d'ouvrages de littérature érotique, plutôt féminine en plus. Et ça a toujours été à la portée, en fait, de mon enfant dans la maison. Et il y a des gens qui trouvaient ça bizarre. Et moi, j'étais genre, en fait, non, parce que ce que je trouverais bizarre, enfin, ce qui me semblerait bizarre, c'est que je le cache quelque part, et je suis sûre que c'est à peu près le plus sûr moyen pour qu'elle mette la main dessus et qu'elle ne m'en parle jamais. Donc, au vu et au su de tout le monde, c'était là, c'était disponible, et quand elle a eu la curiosité d'aller vers ces ouvrages-là, en fait, elle l'a fait en dialogue avec moi, en me demandant « Mais pourquoi t'as acheté ça ? Quand est-ce que t'as lu ça ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et là, tu réponds à la question, parce que, ouais, il faut répondre. Mais ça fait partie de notre environnement de vie. Donc, c'était ma façon à moi de la prémunir. Enfin, je ne voulais pas qu'elle puisse se retrouver dans une configuration où elle ne comprenne pas ce qu'on était en train de lui faire. Et si ce qu'on devait lui faire était contre sa volonté, je voulais que son imaginaire ait débuté avec d'autres choses et qu'on ne soit pas... Enfin, moi, mon premier souvenir, ça va... jusqu'à la fin de mes jours, quand je vais fermer les yeux, ce sera ça. C'est chaud. Et je pense qu'on a une responsabilité quand on devient par la suite parent et qu'on a traversé cette question des violences sexuelles et on se retrouve parent de filles. C'est presque c'est une manière de se délivrer deux fois, de s'assurer que nos filles feront leur entrée là-dedans de la manière la plus solaire et lumineuse possible. Je crois que ça nous incombe. Après, voilà, on fait avec les moyens du bord et comme on peut, mais en tout cas, je trouve que... Enfin, moi, je l'avais à l'esprit. Vraiment, c'était là, quoi.
mais même après le viol, il y a beaucoup de moments dans le livre qui sont beaux. Il y a beaucoup de premières fois très jolies. Le premier baiser, ce que tu racontes, qui arrive juste quasiment après. Qui arrive quasiment la même année, en fait. Il y a beaucoup de choses. Ouais. La première masturbation. Ouais. Oups. Ouais. Oui, fais attention à ce que tu dis, en fait. Toutes ces premières... Non, mais la masturbation, c'est un vrai tabou. Ça a été pendant très longtemps un des grands tabous, évidemment, mais moi, concernant que la sexualité des femmes. Non seulement ça a été un tabou, mais moi, j'étais une grosse feignante devant l'Éternel et que j'avais la flemme de le faire aussi longtemps qu'il faudrait pour arriver à l'endroit où j'étais supposée arriver. Et je raconte dans le livre comment est-ce qu'un soir, le déclic se fait et tu prends ton courage à deux mains, c'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. Et je m'obstine et ça finit par se produire. Et voilà, il y a une espèce d'épiphanie, mais dingue, quoi. Et à partir de ce moment-là, oui, je suis genre, ok, on va en parler plus souvent de cette pratique-là parce que, voilà, l'enjeu est colossal derrière. Tu parlais aussi de maternité, tu évoques aussi de manière assez libre le fait de ne pas vouloir être mère, bien évidemment, ce qui est assez connexe, bien sûr, et notamment la question de l'avortement, donc de l'interruption volontaire de grossesse, qui est évidemment une question tout à fait centrale de la liberté des femmes à disposer de leur propre corps. Donc, en fait, tu fais un panorama, finalement, assez exhaustif de tout ce que traverse une femme dans sa vie sexuelle et amoureuse, souvent d'ailleurs seule, pas systématique, mais quand même souvent seule, en ce qui concerne en tout cas cet aspect-là. Mais aussi, il y a quelque chose que je veux dire parce que quand j'ai lu ce livre, et je précise pour être tout à fait claire de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai commencé de manière un peu provocatrice en disant c'est un petit livre, mais il y a des petits livres qui sont des grands livres, en fait. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est un petit livre, mais c'est un grand livre. Donc, je ferme cette parenthèse et je lis le chapitre Me, My Sex and I, chapitre très intéressant, au passage, et page 43, je vois Axel nous dire « Dieu est une femme qui jouit ». Et je tombe en pamoison devant cette phrase et je dis « Mais pourquoi ça ne s'appelle pas comme ça ?» Parce que ça a été parce que je trouve refusé. Que c'est vraiment un titre formidable. Alors, je pense que j'aurais fini en... Alors, aujourd'hui, il aurait fini en autodafé, quelque part là, si c'était ça, le titre. En même temps, ce serait tellement plus drôle. Mais tu es d'accord que tu as pensé très sincèrement à ça? Ah bah oui, moi, c'était mon titre de départ, en fait. Et voilà, j'avais sollicité des éditeurs et ça passait pas du tout. Voilà. Je pense qu'à titre personnel, certains et certaines d'entre eux trouvaient ça ouf comme titre, mais ils savaient que c'était un coup à se prendre tous les courants rétrogrades dans la tronche, quoi. Et cette idée me vient... moi, j'ai toujours eu la conviction que à la distribution, même si on a le sentiment que le sort des femmes, et c'est pas un sentiment, c'est une réalité d'ailleurs, est un peu lourd, à la fin de la journée quand même, quand vous avez le privilège de pouvoir ressentir ça, moi j'éprouve de la joie à être une femme et je voudrais pas être autre chose, avec tout ce que ça peut vouloir dire vraiment derrière. Et je pense toujours que messieurs, vous vous êtes fait avoir à la distribution et que c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous acharnez autant sur nous, c'est peut-être de la jalousie, en vrai de vrai, au fond, derrière tout ça. Donc, la plus belle expression de ça, pour moi, c'est la jouissance féminine, et pour moi, c'est de l'ordre du divin. Donc, Dieu est une femme qui jouit. Voilà.
on pose ça là. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrêtée stupéfaite sur cette phrase en me disant mais quel beau titre de livre. Non, malheureusement, tout n'est pas toujours possible. Peut-être on peut terminer sur un dernier point, parce que je pense que c'est peut-être évidemment très intéressant aussi que vous parliez directement à Axel, parce que je ne voudrais pas l'accaparer non plus. Mais évidemment, la fin du livre, enfin, c'est pas la fin du livre, parce qu'en fait, ça traverse tout le livre. Il y a cette idée auquel j'adhère complètement moi-même, évidemment, qui est cette idée de sororité et de puissance des femmes, et dans des généalogies de réparation aussi, avec l'idée que, oui, nous avons perdu beaucoup de choses, mais nous en avons gagné d'autres. Et que parfois, il faut savoir abandonner quelque chose pour pouvoir reconstruire autre chose, rebâtir la maison à partir d'autres fondations. Dans beaucoup de cultures, je pense notamment au Maghreb, mais j'imagine que dans l'ensemble du continent africain, c'est la même chose. On dit que c'est sur les femmes que les maisons sont bâties, et que les femmes font beaucoup de choses pour transmettre. Alors parfois, elles transmettent des choses, parfois elles ne les transmettent pas, elles font ce qu'elles peuvent aussi. Mais cette question de sororité et de puissance des femmes, elle est forte. On voit qu'elle est forte de mère à fille, de fille à mère et de sœur à sœur. Et donc tout le dernier chapitre qui est très politique sur ce que tu as appelé l'origine du monde me semble être évidemment un point tout à fait fondamental. Donc j'aimerais bien que tu parles un peu de ce qui constitue ce chapitre final. On commence par un chapitre finalement très intime, très jouissif, et puis ensuite cette jouissance première, elle est articulée politiquement, dans le souci évidemment de construire une autre société sur d'autres bases. Voilà, donc je voudrais peut-être que tu finisses sur ce chapitre et puis après on ouvrira la discussion avec vous. Alors c'est une phrase qui est extrêmement galvaudée maintenant, mais n'empêche qu'elle est vraie. C'est avec la conviction que l'intime est politique en fait que j'ai entrepris ce chapitre-là. J'ai choisi comme titre l'origine du monde parce que ça fait référence à l'œuvre de Courbet et à ce fameux tableau où on voit un sexe féminin ouvert plein champ, et avec la conviction que c'est le lieu que nous avons en partage entre mère et fille, puisque voilà, et entre êtres humains en fait, parce que c'est quand même les femmes qui donnent naissance à la totalité de l'humanité. Et on entre dans le monde tous par cet endroit. En tout cas, quand les paramètres de santé le rendent possible. Et il est primordial pour moi de réhabiliter cet endroit-là, ce qu'il peut véhiculer aussi pour de manière globale et dire de l'intimité et de l'intimité des femmes. Et on sait depuis longtemps que le sexe des femmes est dévalorisé et conspué et dans certaines traditions, encore aujourd'hui, elles sont 200 millions dans le monde, il est mutilé et je me suis intéressée à la question des mutilations sexuelles féminines il y a bon nombre d'années, parce qu'en fait quand j'ai découvert la pratique, mon premier réflexe ça a été, j'arrivais pas à croire que ça se faisait sur mon continent en fait. Il y avait un truc, ça se connectait pas. Pour moi, c'était impossible que nous, Africains, on fasse cette chose-là, qui avions en héritage tellement d'autres choses. C'était impossible non. Et puis, voilà, je me suis informée sur la question longuement pendant plusieurs années, et pareil, de la même manière que j'avais un a priori à propos des mères sur cette question. J'ai été très virulente à ce sujet-là. Je leur en voulais beaucoup de permettre que leurs filles puissent aussi faire face
à cette pratique, jusqu'au moment où j'ai compris que derrière ça, il y avait aucune de ces mères ne se levait le matin en disant je vais faire mal à ma fille en fait, ou je vais la soumettre à une pratique qui a des chances de la faire mourir. En fait, ce qu'elle se disait, elle, c'était une pratique qui allait permettre de faire communauté, qui allait permettre à leurs filles de rentrer dans la communauté et de faire partie du groupe. Et c'était la seule raison, en fait, pour laquelle elles allaient là. Et comme elles avaient été convaincues, on leur avait toujours dit que être une femme, c'est souffrir. En fait, la souffrance était venue quelque chose qui se léguait d'une génération à l'autre. Et lorsque j'ai rencontré certaines d'entre elles, et j'ai vu leur étonnement de découvrir que moi, appartenant au même continent, je n'étais pas excisée et ça ne m'avait pas empêché d'avoir une fille, d'avoir un mari, même si j'avais divorcé après, d'avoir une vie sociale et d'être ce qu'on imaginait être les devoirs que devait remplir une femme. J'ai réalisé qu'en plus de ça, elles étaient souvent à des endroits où elles pensaient que ce qu'elles avaient vécu, elles, allait de soi pour toutes les femmes. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous imaginez ce que ça veut dire. En fait, on ne se dit jamais ça. Elles pensent que c'est la norme. Et elles pensent que même une autre Africaine qui leur ressemble et qui est assise à la même table qu'elle est passée par là. Et avant qu'on en parle avec elles, elles ne savent pas que ce n'est pas en fait une obligation. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à réfléchir, pas à l'histoire de la souffrance, mais à celle du plaisir, à me dire mais comment est-ce qu'on s'est retrouvés dans une transmission où c'est la souffrance qu'on transmet d'une génération à l'autre entre femmes. Est-ce qu'il serait possible qu'on inverse le truc et qu'on parle plutôt du plaisir et qu'on se dise que c'est ça qu'on veut transmettre? Et ce chapitre-là, il parle de ça, en fait. Pour moi, c'était ce propos-là. Et ce propos, il commence avec l'histoire de chacune, dans sa propre famille. Pour moi, il faut d'abord balayer devant sa porte, avant même de partir sur quelque chose de plus global et collectif, parce que c'est la meilleure façon d'ancrer ce changement. Sinon, ça va rester que des intentions qu'on a, que des mots, que des concepts, mais c'est pas la même chose quand, à l'échelle de l'histoire de la lignée qui est la tienne, tu sais déjà identifier toutes ces choses-là. Moi, ce livre, il existe parce que ma mère, en fait, et parce que Madeleine, elle croisait toutes les statistiques en matière d'atteinte aux droits des filles et des femmes. Ma mère, à elle toute seule, croisait tellement de statistiques. Mais vous savez quoi, c'est ma mère, en fait. Donc moi, quand je les entends, les statistiques, je suis genre, ouais, mais vous toucherez moins les gens si vous ne leur dites pas que nous sommes les filles de ces femmes-là. Moi, je suis la fille d'une femme qui ne savait ni lire ni écrire. Grâce à elle, je suis ce soir devant vous. Je sais lire, je sais écrire. J'ai pu choisir mon mariage. J'ai pu quitter mon mari. J'ai pu éduquer ma fille selon mes termes. Et surtout, grâce à elle, j'ai pu jouir, en fait. Elle a passé C'était des relations conjugales qui étaient des viols, en fait. Une grande partie de sa première partie de vie, avant qu'elle rencontre mon père, les relations conjugales, c'était du viol. C'était pas son choix. Ça ne l'a jamais été. Elle n'a jamais voulu de cet homme et elle ne l'a jamais voulu, même les années passant, en fait. Donc, moi, je suis bénéficiaire, j'ai le privilège, grâce à elle, de bénéficier de tous ces droits-là. Et je crois que quand on le dit comme ça ne percute pas de la même manière que d'une manière très statistique et très surplombante ou
Ben, en fait, tout ça se retrouve, incarnons les choses, en fait. Et voilà, le féminisme, en tout cas, auquel voilà, je souscris, parle d'incarnation pour moi. Et de mémoire. Et de mémoire. Tu dis, mais c'est la même chose pour moi. Le féminisme, c'est la mémoire. Il commence avec chacune de nous, prend sa source dans notre quotidien et l'histoire de nos liens ou de nos déliens, d'ailleurs, l'un comme l'autre. Est-ce que tu veux bien parler de ton dernier projet en conclusion? Parce que c'est très important. Là, on parle d'un livre qui est publié en 2022, Mais cette année, il y a ça qui va sortir, qui est donc le dernier ouvrage qui a été écrit par Maya Angelou. Est-ce que vous savez qui est Maya Angelou ici? Ah, quand même, ok, merci. Oui, Columbia, quand même, j'espère. C'est une autrice et poétesse afro-américaine. Entre autres choses, elle a eu 27 milliards de vies, à peu près. Maya, c'est la personne qui m'a sauvé la vie. C'est l'autrice du fameux livre dont je parle, sur lequel, pour la première fois, je me suis dit, c'est arrivé à une autre petite fille noire. Donc, c'est Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Et cet ouvrage est l'ouvrage qu'elle a publié à l'âge de 85 ans, un an avant de mourir, et qu'elle consacre à sa mère. Et qui est un ouvrage... je vous le recommande. Il sortira le 6 mai et on a beaucoup de textes qui vont arriver là ce printemps sur les relations toxiques entre mère et fille. Si vous avez envie de faire une pause et voilà, et lire autre chose, je vous recommande celui-là, ça vous fera du bien. Et il est phénoménal parce que on parle d'un rapport entre mère et fille dans les années 30, 40, 50. Et la mère de Maya, donc Viviane Baxter, qui est la toute petite dame que vous voyez à côté, mais qui est voilà quoi, c'est un sacré personnage, a eu à l'encontre de sa fille une bienveillance et un respect de l'individu qu'elle était, dont on parle, qu'on voit rarement dans les rapports entre mère et fille. Et ce sont deux femmes noires qui incarnent ça. Vraiment, faites-vous plaisir. La fête des mères ou pas la fête des mères, on s'en fout. Lisez ça. Et moi, il y a des choses être publiées, c'était un rêve d'enfant. Donc, quand le journal sort en 2022, voilà. Et puis il y a des choses dont on n'ose pas rêver, qu'on ne sait même pas que c'est possible. Et quand les éditions Noir sur Blanc m'ont appelé pour me demander de faire la préface, je peux vous assurer que ça fait partie des choses que vous n'attendez pas de votre vie, quoi. Et c'était comme une boucle qui se bouclait. Et c'est un véritable honneur d'être la personne qui va préfacer cet ouvrage. Et j'espère qu'il vous plaira. Moi, j'en doute pas. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Et merci pour vos témoignages. Je pense que c'est très important qu'on soit là pour l'écouter. Et, vous avez mentionné quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est l'idée de la souffrance, qui est quelque chose qui se lègue d'une génération à une autre. Et c'est pas vraiment une question, c'est juste une intervention dans l'idée d'en parler, de cette idée de si j'ai vécu ça, tu vas vivre ça aussi, et de l'idée de préparer aussi son enfant, ou sa fille du coup dans ce cas-là, à cette vie-là en fait, donc de détruire son esprit dès le début, ses rêves, pour pas que dans sa vie d'adulte, elle ait des déceptions. Voilà. Merci. Moi, je sais que ce paramètre, cette question-là vraiment m'obsède, en fait. En vrai de vrai, c'est vraiment une de mes marottes. Moi, j'ai tâché de devenir pour ma fille le parent que j'avais pas eu. Et c'est à ça que j'ai pensé tout le temps. C'était ça, ma feuille de route. Il y avait ça, ce point-là, et le fait que je ne voulais pas me mettre en travers de son chemin, de la personne qu'elle était.
parce que ça me paraissait évident, mais je le répète encore une fois, mais ça n'a pas l'air de percuter chez tous les parents. En fait, si vous avez de la chance, vous allez fréquenter votre enfant plus longuement en tant que personne adulte qu'en tant qu'enfant. Assurez-vous justement de ne pas avoir fait de la merde avant pour que l'adulte qu'il devienne ne vous ait pas en horreur ou en indifférence ou en mépris et tout ça, ça découle de la place que vous laissez à cet enfant qu'on vous confie en fait, hein, et qui vous choisit aussi. Je suis très karmique là-dessus, je pense qu'on choisit nos parents, en tout cas de venir faire ce parcours de vie-là. Si vous laissez de la place au sujet qu'il est, ça vous sera rendu au centuple. Et c'est important de considérer que ils vous appartiennent pas. Enfin, moi j'ai lu jeune un auteur qui s'appelle Khalil Gibran. Voilà, et ce que Gibran écrivait sur les enfants, moi ça s'est imprimé quoi. Genre, bah ouais, en fait, je suis l'arc, elle est la flèche, et en fait moi mon boulot c'est juste de bander le truc, et elle ira je sais pas où, mais vraiment, soyons le plus conscients possible du fait qu'on va côtoyer plus longuement nos enfants en tant qu'être adulte qu'en tant qu'enfant. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui aimeraient peut-être côtoyer les parents qu'on a été, quoi. Et il y a, c'est une des choses aussi, je pense, peut-être propre aux personnes qui ont vécu des violences intrafamiliales. Je crois qu'on tend à ne pas oublier l'enfant qu'on a soi-même été. Peut-être que c'est les violences qui font ça. Et voilà, il y a les gens qui n'oublient pas et qui, du coup, veillent à ne pas reproduire des choses et à se dire qu'on peut faire autrement. Et transformer les choses, c'est à notre portée, en fait. Et c'est des petites choses. Moi, j'avais pas de feuille de route, j'avais 19 ans quand Margot est née. Mais j'ai fait avec ce que j'avais, sans maman aux alentours, sans repères. Et en même temps, je pense que c'est peut-être ma grande chance. C'est que, justement, j'avais pas ça. Il n'y avait pas d'arrêt ou de normes à respecter. En fait, j'avais carte blanche. Et la seule chose que je savais, c'est que je voulais qu'elle soit en sécurité auprès de moi, en fait. Que jamais je ne devienne quelqu'un qui se mettrait en travers de son chemin. Non. Donc je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci. Je suis venue, je ne savais pas trop pourquoi, mais il y a toujours des bonnes raisons. Donc, et en fait, la bonne raison, en tout cas, c'est vous avez parlé d'incarnation, de récit, féminisme, femme noire. Ça me parle pas beaucoup. Et en fait, à travers votre histoire, il y a peut-être une dizaine d'années qui nous séparent. Je suis plus vieille que j'en ai l'air. Méfiez-vous. C'est pas pareil. On est pareil. Je suis aussi plus jeune que j'en ai l'air. Voilà. Donc il y a 10 ans qui nous séparent. En fait, j'ai vécu les mêmes choses. Enfin, j'ai vécu. Je sais de quoi vous parlez. Et ce que je voulais dire, ce qui m'a interpellée tantôt dans la discussion, c'était que finalement le féminisme, c'était pris sous un axe politique. Mais en fait, je me disais, mais en fait, non, il y a de l'amour. Vos parents, 1 + 1 font 1. Et quand votre maman n'a pas su vous dire, votre papa vous a rattrapé et vous l'a dit. Et finalement, je me dis, mais est-ce que le féminisme, pour moi, c'est complètement abstrait. Hein. Je prends les gens tels qu'ils sont. Je sais qu'on se bat en tant que femme. Et puis, après, il y a des gens parfois qui nous soutiennent. Et est-ce que le féminisme, c'est pas tout simplement de l'amour avec les hommes, le respect. Et
c'était aussi, comment dirais-je, un fil conducteur que vous avez remis en relief en parlant de et sa maman. En fait, c'est la transmission, en fait. Et là, je parle je parle et j'entends en tant que maman, ouais, la transmission, la communication, dénoncer. C'était pas que porter ses couilles, les emballer, c'est aussi parfois dénoncer. Et je ne sais pas qui vous a écouté. Et la communication, c'est avec les mots, le verbe, pour parler des mots qui font mal, donc le mal au pluriel, et de ses aspirations. Et ça m'a inspiré. Ce que vous avez dit ce soir, ça m'inspire. Et pour finir sur la sororité, vous avez fait des choix par rapport à vos frères. Moi, j'ai fait des choix par rapport aux autres enfants que ma mère a accouchés qui sont de sexe féminin. Et donc, réduire la sororité quelque part à... Donc, je schématise, hein, mais c'est ce que j'ai entendu. Les sœurs, la dimension matrilinéaire, parfois, il n'y en a pas. Il faut aussi l'étendre à moi à travers les amis, à travers des femmes, des êtres vivants, des êtres humains que je rencontre. Effectivement, grâce à la transmission, on active la sororité. Merci beaucoup, c'est un bon résumé. Sur cet aspect-là, moi j'ai plus loin, même moi c'est à propos du féminin. En fait, on est des êtres qui sont porteurs et du féminin et du masculin. Et cette histoire de sororité, ça va même au-delà de ça pour moi, parce qu'il est bien évident que c'est pas parce que nous sommes des femmes que nous sommes enclines à être bienveillantes les unes avec les autres. Les femmes sont aussi de très grands agents du patriarcat et de très grandes complices de ce système. Et il faut être lucide et il faut le savoir. Il faut balayer devant notre porte. Ça, vraiment, ça c'est un mot d'ordre chez moi. Mais au-delà de ça, le terme féminisme, moi, je le connais parce que au départ, c'est un terme qui dévalorise les attributs du féminin chez les hommes. C'est le vocabulaire médical au départ. Ouais. C'est une définition ça médicale. Ça dévalorise en fait. C'est les caractéristiques efféminées chez les hommes. Voilà. Donc déjà, dès le départ, on n'est pas sur la bonne pente. Et pour moi, tout ce qui, c'est ce propos féminisme, c'est réhabiliter le féminin que nous on incarne et qu'on arrête de nous chercher des noises. Mais réhabiliter ce féminin, c'est pas seulement nous qui l'incarnons, c'est aussi celui dont les hommes sont porteurs. C'est comme ça que je le vois, le féminisme. Et le féminisme, pour moi, c'est à propos de ça. Mais on a rarement l'occasion de le décortiquer comme ça. Mais sachez qu'en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est le féminin, qu'il soit incarné ou que les hommes en soient porteurs. Parce qu'on est bien placé en fait aujourd'hui pour savoir que c'est aussi ce manque d'accès à leur vulnérabilité qui nous entraîne aussi dans le système dans lequel on est. Et je voulais aussi rajouter par rapport aux notes que j'ai prises. Dieu est une femme. Alors c'est fou ce que ça devient à la mode avec... ah oui, qui jouit, pardon. Non, mais je ne voulais pas être censurée. C'est important. Oui, c'est à la mode parce qu'il y a Youssoufa là, qui chante à sa fille. Là, je crois que je n'ai pas les paroles, mais... Voilà, Dieu est grande. Et j'ai tellement aussi eu en... Non, c'est juste sur la divinité. Ah, pardon. Eu en écho sur le... Voilà, donc Dieu est une femme, et je coupe, je mets entre parenthèses qui jouit. J'ai beaucoup pensé à Leonora Miano. Énormément, et je ne sais pas si vous avez des connexions, mais l'origine... moi, j'ai commencé, en fait, j'arrive sur la scène littéraire dans Volcanique, une anthologie du plaisir, qui est un ouvrage collectif qui est dirigé par Leonora Miano, qui est sorti en 2015, et qui portait sur le plaisir féminin, et nous étions 12 autrices des mondes noirs à écrire sur le plaisir féminin. Et je suis l'une des 12. En fait, donc je suis le Dieu est une femme qui jouit, et notamment, la nouvelle dans Volcanique s'appelle Païenne, et il est notamment question de ça. Il faut lire Volcanique.
Parce qu'en fait, là, son dernier ouvrage sur les aventures de la foufoune, il y a une mythologie, enfin, dans la première section, justement sur voilà, la femme originaire. Bah, c'est voilà, c'est la boucle est bouclée. Bah, 10 ans plus tard, voilà, c'est ça. Bonsoir et merci. Je vais avoir beaucoup de mal à exprimer quelque chose parce que je suis très émue par votre témoignage, mais je trouve très beau que la littérature vous ait sauvé aussi, ou que vous vous soyez sauvé vous-même grâce à la littérature. Je me demandais si vos livres sont traduits voilà, dans des langues africaines. Je connais une personne, enfin française, mais peu importe, qui vit à Conakry, et je vais lui parler de vous parce qu'elle travaille justement dans des programmes qui visent à faire lire les jeunes. Voilà, bon, c'est particulièrement délicat dans un pays où voilà, peu de gens lisent et écrivent pour un certain nombre de raisons. Voilà, je voulais dire aussi que ce que vous avez vécu en tant que femme noire, il y a plein de femmes blanches qui le vivent, mais ça, vous le savez, je n'apprends rien à personne. Et puis, je suis encore marquée par un reportage que j'ai regardé il y a quelque temps sur Arte au sujet des viols massifs qui ont eu lieu en Érythrée et au Soudan. Et j'aimerais bien que vos livres arrivent jusque là-bas. Voilà. Alors, pour l'instant, ils arrivent sur le continent. Moi, j'ai eu la chance d'être invitée l'année dernière à la première université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était un rendez-vous. C'était à Dakar. Ouais. En juillet dernier, on s'est retrouvés pendant plusieurs jours avec des activistes de tout le continent, pas que l'Afrique de l'Ouest. Et ça m'a donné la pêche, ça m'a rempli d'espoir. Elles sont encore plus, elles en veulent encore plus que nous ici, paradoxalement, alors que leur situation pourrait avoir l'air, mais en fait elles ont rien à perdre. Hein, donc et voilà, tout à gagner. Voilà, donc elles y vont. Et j'ai eu un très grand moment d'émotion parce que jusqu'à ce moment-là, j'ignorais à quel point ce que j'avais écrit avait circulé parmi elles. Et je l'ai découvert sur place. Et j'ai l'impression que ma mère était au-dessus de mon épaule en mode bien joué. Et elle, et puis celles qui l'ont précédée, et rien que pour ça. Si on me dit non, Dieu a un titre comme Dieu est une femme qui jouit, soyez certaines que elles, par contre, elles l'ont bien vu le titre. Hein. Oh putain. Et puis elles avaient des trucs à dire autour, quoi. Donc le truc qui est magique, c'est j'ai hâte de voir comment elles vont transformer ça. Moi, je mets un petit jalon, je mets une marche sur laquelle elles peuvent monter et elles peuvent aller plus haut. Mais dans tous les cas de figure, sachez qu'elles voient tout ce qui se passe, vraiment. Et grâce aux réseaux sociaux, notamment, en fait, elles avaient entendu parler de moi et de mon travail. Parce qu'il y a le livre, il y a aussi des podcasts que j'ai fait autour de l'intimité des femmes noires. Et en fait, elles connaissaient tout ce travail. Et elles le connaissaient bien. Voilà. Merci beaucoup, Axel, Ja, NJK. Merci, Christelle Tarot. You are welcome, sister. Donc, vous